Dans les méandres obscurs de nos villes modernes se cachent des mystères que notre esprit rationnel refuse d'accepter. Des énigmes qui défient la logique et nous rappellent que la réalité peut parfois être bien plus terrifiante que nos pires cauchemars. Thomas Delacroix venait de signer le bail de son nouvel appartement. Un petit 2 pièces au 5e étage d'un immeuble vétuste du quartier de Belleville. L'agent immobilier avait insisté sur le caractère authentique du bâtiment construit en 1923. Avec ses murs épais et son charme d'antan, le loyer était étonnamment abordable pour Paris. Un détail qui aurait dû alerter Thomas mais qui ne fit que renforcer sa satisfaction d'avoir déniché une perle rare dans ce marché immobilier impitoyable. Les couloirs sombres de l'immeuble dégageaient une odeur de renfermé mêlée à celle du désinfectant bon marché. Une fragrance caractéristique des habitations populaires qui ont traversé les décennies. Monsieur Garnier, le concierge âgé, l'avait accueilli avec une politesse distante. Ses yeux fatigués scrutant le nouveau locataire comme s'il cherchait à percer ses intentions. Le premier soir dans son nouvel appartement, Thomas s'installa devant sa télévision avec un sentiment de satisfaction profonde. Enfin, il avait son propre espace. Loin de la colocation étouffante qu'il venait de quitter et des disputes incessantes avec ses anciens colocataires, les meubles de seconde main qu'il avait rassemblés donnaient à l'appartement une allure hétéroclite, mais chaleureuse. Vers 23 heures, alors qu'il s'apprêtait à se coucher, un murmure étrange traversa la cloison qui séparait son salon de l'appartement voisin. Au début, Thomas pensa qu'il s'agissait simplement d'un voisin qui regardait la télévision ou parlait au téléphone. Une nuisance sonore classique de la vie en immeuble, mais, à mesure que les minutes s'écoulaient, il réalisa que ces murmures persistants avaient quelque chose d'inhabituel. Ils ne ressemblaient ni à une conversation téléphonique ni à des dialogues télévisuels, mais plutôt à une litanie monotone, prononcée d'une voix grave et verneuse. Thomas colla son oreille contre le mur froid, tentant de distinguer les mots qui se perdaient dans l'épaisseur de la cloison. Les sons lui parvenaient étouffés, comme filtrés à travers plusieurs couches de matière. Mais leur caractère obsédant était indéniable. Fatigué par sa journée de déménagement, il finit par s'endormir en se promettant d'aller se présenter à son voisin le lendemain pour établir des règles de bon voisinage. Le deuxième jour, Thomas croisa Madame Petit, une vieille dame fragile, qui habitait l'appartement d'en face. Elle lui souhaita la bienvenue avec un sourire chaleureux. Mais son expression changea immédiatement lorsqu'il mentionna les bruits nocturnes provenant de l'appartement voisin. Un voile d'inquiétude traversa son visage ridé, et elle murmura quelque chose à propos de l'appartement 6B avant de presser le pas vers les escaliers. Thomas resta perplexe devant cette réaction étrange, se demandant ce qui pouvait bien troubler sa voisine à ce point. Il décida d'inspecter le couloir de son étage pour identifier précisément quel appartement était collé au sien en sortant de chez lui. Thomas examina attentivement la numérotation des portes. Son appartement portait le numéro 6A. Et logiquement, l'appartement A100 devrait être le S9 B. Cependant, en se dirigeant vers l'extrémité du couloir, il constata, avec surprise, que celui-ci se terminait par un mur aveugle recouvert d'un papier peint jaunâtre. Il n'y avait aucune porte portant le numéro 6B. Seulement ce mur mystérieux qui semblait faire partie intégrante de l'architecture du bâtiment. Thomas toucha la surface rugueuse du mur, constatant sa solidité apparente et l'absence de toute trace d'une ancienne ouverture. Intrigué par cette anomalie architecturale, Thomas descendit voir Monsieur Garnier dans sa loge exiguë située au rez-de-chaussée. Le concierge était en train de trier le courrier avec des gestes mécaniques et précis, ses mains noueuses manipulant les enveloppes avec une dextérité surprenante pour son âge. Lorsque Thomas lui expliqua sa confusion concernant la numérotation des appartements, le visage de Monsieur Garnier se figea imperceptiblement. Il leva ses yeux fatigués vers Thomas et déclara d'une voix neutre qu'il n'existait aucun appartement 6B dans l'immeuble. Selon lui, le couloir du 5e étage se terminait effectivement par un mur plein depuis la construction du bâtiment. Cette explication rationnelle aurait dû rassurer Thomas, mais elle ne faisait qu'approfondir son trouble. Si aucun appartement n'existait de l'autre côté de sa cloison, d'où provenaient ces murmures nocturnes qu'il avait tenu éveillé? Il remonta chez lui avec un sentiment de malaise grandissant, se demandant s'il n'était pas victime d'une hallucination auditive ou d'un phénomène acoustique inexplicable. Peut-être les sons provenaient-ils d'un autre appartement et se propageaient-ils dans les canalisations ou la structure même du bâtiment. Cette hypothèse logique l'apaisa temporairement, jusqu'à ce que la nuit tombe à nouveau vers 22 heures. Les murmures reprirent avec une intensité encore plus marquée que la veille. Thomas se leva de son canapé et s'approcha de la cloison problématique, l'oreille tendue vers ces sons énigmatiques. Cette fois-ci, il lui semble apercevoir des mots distincts au milieu de cette litanie incompréhensible. Des fragments de phrases en français se détachaient parfois de ce flot verbal continu.
Mais leur sens lui échappait complètement. Il y avait quelque chose de suppliant dans cette voix. Comme une prière ou une imploration adressée à une entité invisible, Thomas décida de frapper 3 coups secs contre le mur, espérant attirer l'attention de son mystérieux voisin. Le silence se fit instantanément de l'autre côté de la cloison, comme si sa présence venait d'être détectée. Puis, après quelques secondes d'attente angoissante, 3 coups identiques résonnèrent en réponse, parfaitement synchronisés avec ce qu'il venait de donner. Le cœur de Thomas s'accéléra brutalement, et une sueur froide perla sur son front. Quelqu'un ou quelque chose venait effectivement de lui répondre depuis un endroit qui n'était supposé n'être qu'un mur plein. Cette révélation troublante chamboula complètement la perception que Thomas avait de son environnement. Comment était-il possible qu'une présence se manifeste dans un espace qui n'existait officiellement pas? Il frappa à nouveau, cette fois avec 4 coups rapides, et obtint exactement la même séquence en retour. L'entité ou la personne qui se trouvait de l'autre côté semblait parfaitement consciente de sa présence et capable d'interagir avec lui. Thomas resta figé devant ce mur, oscillant entre la fascination et la terreur pure. Les jours suivants prirent une tournure de plus en plus obsessionnelle pour Thomas. Chaque soir, il attendait avec une anxiété croissante l'apparition des murmures mystérieux. Et chaque nuit, il passait des heures à communiquer par coups avec son invisible voisin. Un séode rudimentaire s'établit progressivement entre 1 coup pour oui, 2 coups pour non, 3 coups pour attirer l'attention. Cette communication primitive mais réelle renforçait la conviction de Thomas qu'il n'était pas en train de devenir fou. Il y avait bel et bien quelqu'un de l'autre côté de ce mur impossible. Mes chers auditeurs, si cette histoire vous fascine autant qu'elle me passionne à vous la raconter, je sais que vous resterez jusqu'à la fin pour découvrir le terrible secret de l'appartement 6B, car ce que Thomas va découvrir dépassera toutes vos attentes les plus sombres. Bon entreprit des recherches approfondies sur l'histoire de son immeuble, écumant les archives municipales et interrogeant les anciens résidents. Il découvrit que le bâtiment avait subi plusieurs modifications au fil des décennies, avec des rénovations qui avaient parfois modifié la distribution des appartements. Dans les plans originaux de 1923, il trouva effectivement la trace d'un appartement 6B, parfaitement identique au sien en termes de superficie et de configuration. Selon les archives, cet appartement avait été habité jusqu'en 1983, puis mystérieusement rayé des registres sans qu'aucune explication officielle ne soit fournie. Le dernier locataire recensé était un certain Pierre Moreau, un homme de 35 ans dont la trace se perdait complètement après cette découverte électrisa Thomas, qui comprit qu'il tenait peut-être la clé de ce mystère architectural. Il se rendit aux archives municipales pour approfondir ses recherches sur Pierre Moreau et les circonstances de sa disparition. Les employés de la mairie, d'abord réticents à fouiller dans des dossiers si anciens, finirent par lui fournir quelques éléments troublants. Pierre Moreau avait été porté disparu en octobre 1983, après que ses voisins aient signalé des odeurs suspectes provenant de son appartement. Lorsque les autorités avaient forcé la serrure, l'appartement était vidé sans trace de lutte ni d'effraction, comme si son occupant s'était volatilisé. L'enquête de police de l'époque avait conclu à une disparition volontaire, Pierre Moreau étant criblé de dettes et en instance de divorce. Cependant, certains témoignages de voisins faisaient état de bruits étranges et de comportements inquiétants. Dans les semaines précédant sa disparition, plusieurs résidents avaient rapporté des murmures incessants provenant de l'appartement 6B, ainsi que des coups répétés contre les murs à des heures indues. Thomas sentit un frisson glacial parcourir son échine en lisant ces témoignages, qui correspondaient exactement à sa propre expérience. Il était en train de vivre la répétition exacte d'événements survenus 40 ans plus tôt. Armé de ces informations troublantes, Thomas retourna voir Monsieur Garnier, déterminé à obtenir des réponses plus précises. Cette fois-ci, il aborda frontalement le sujet de l'appartement 6B et de la disparition de Pierre Moreau. Le visage du concierge se décomposa littéralement, et ses mains se mirent à trembler de manière incontrôlable. Après un long silence, le vieil homme finit par avouer qu'il avait été témoin des événements de 1923 et qu'il avait gardé ce secret terrible pendant toutes ces années. Selon lui, l'appartement 6B avait été muré sur ordre de la copropriété, officiellement pour des raisons de sécurité structurelle, mais en réalité pour faire cesser les phénomènes inexpliqués qui s'y déroulaient. Monsieur Garnier révéla que Pierre Moreau était devenu de plus en plus étrange dans les mois précédant sa disparition, prétendant communiquer avec des entités invisibles et passant ses nuits à murmurer des incantations incompréhensibles. Les autres locataires s'étaient plaints des nuisances sonores, mais aussi d'une atmosphère oppressante qui semblait émaner de l'appartement 6B. Certains rapportaient des cauchemars récurrents, des sensations de présence malveillante, et même des apparitions fugaces dans les couloirs.
La situation était devenue si intenable que plusieurs familles avaient quitté l'immeuble, incapables de supporter cette ambiance délétère. La disparition de Pierre Moreau avait été perçue comme une délivrance par la plupart des résidents cependant. Les phénomènes paranormaux n'avaient pas cessé avec le départ de Pierre Moreau. Au contraire, ils s'étaient intensifiés, comme si son absence physique avait libéré des forces encore plus puissantes. Les nouveaux locataires de l'appartement 6A, celui qu'occupait maintenant Thomas, avaient tous rapporté des expériences similaires, murmures nocturnes, coups dans les murs, sensation de présence invisible. Aucun d'entre eux n'avait tenu plus de quelques mois avant de déménager précipitamment, invoquant des prétextes professionnels ou familiaux pour justifier leur départ. Thomas était le 16e locataire à occuper cet appartement depuis le meurtrissement de l'appartement 6B. Et tous ses prédécesseurs avaient fui dans des circonstances similaires. Cette révélation choc expliquait pourquoi le loyer était si abordable et pourquoi l'agent immobilier avait semblé si pressé de conclure la transaction. Thomas comprit qu'il était devenu malgré lui le cobaye d'une expérience qui se répétait inlassablement depuis 40 ans. Chaque nouveau locataire de l'appartement 6A devenait la cible de ces manifestations surnaturelles, comme si quelque chose ou quelqu'un cherchait désespérément à établir un contact depuis l'autre côté du mur. La question qui hantait maintenant Thomas était de savoir s'il était en communication avec l'esprit de Pierre Moreau ou avec une entité bien plus ancienne et malveillante. Il décida de pousser plus loin ses investigations, malgré les avertissements de plus en plus pressants de Monsieur Garnier. Chers abonnés, si vous voulez découvrir la suite de cette terrifiante histoire et connaître le sort réservé à Thomas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche de notification car votre soutien me donne la force nécessaire pour continuer à vous proposer ces récits qui glacent le sang. Et pensez également à consulter le lien dans la description pour participer à nos concours exclusifs réservés à notre communauté de passionnés d'horreur. Thomas décida de mener sa propre enquête approfondie dans l'appartement 6A, cherchant des indices que ses prédécesseurs auraient pu laisser derrière eux. En inspectant minutieusement chaque recoin, il découvrit des inscriptions gravées dans le bois de ses placards. Des messages désespérés laissés par d'anciens locataires. Certains avaient tenté de documenter leurs expériences, griffonnant des dates et des descriptions de phénomènes paranormaux sur les murs cachés derrière les meubles. D'autres avaient laissé des avertissements explicites: ne réponds pas au coup, il ne faut pas écouter les murmures, pas avant qu'il soit trop tard. Ces témoignages pathétiques révélaient l'ampleur du traumatisme vécu par ses prédécesseurs et leur incapacité à échapper à l'emprise de ces forces mystérieuses. Un de ces messages gravés mentionnait l'existence d'un journal caché quelque part dans l'appartement, rédigé par un locataire qui avait tenté de percer le mystère de l'appartement 6B. On a fouillé frénétiquement chaque cachette possible, déplaçant les meubles et soulevant les lattes du parquet à la recherche de ce témoignage crucial. Il finit par découvrir un carnet jauni dissimulé derrière le radiateur de la chambre. Protégé par un sac plastique qu'il avait préservé de l'humidité, l'écriture manuscrite était celle de Marie Dubois, une ancienne locataire qui avait occupé l'appartement 6A pendant 3 mois en 1995. Son journal détaillait jour après jour l'évolution des phénomènes paranormaux et ses tentatives désespérées pour comprendre leur origine. Marie Dubois avait elle aussi commencé par entendre des murmures nocturnes et avait établi un système de communication par coup avec l'entité invisible. Mais au fil des semaines, les manifestations s'étaient intensifiées de manière inquiétante, dépassant le simple cadre auditif pour envahir sa réalité quotidienne. Elle rapportait des variations de température inexpliquées dans l'appartement. Avec des zones de froid glacial qui se déplaçaient sans logique apparente, les objets commençaient à se déplacer légèrement de leur position initiale, comme si une présence invisible cherchait à marquer son territoire. Marie avait également noté l'apparition de taches d'humidité sur le mur mitoyen, des auréoles brunâtres qui semblaient suinter entre les pierres malgré l'absence de toute fuite de canalisation. Le journal révélait que Marie Dubois avait tenté de percer le mur séparant les deux appartements. Obsédée par le besoin de découvrir ce qui se cachait de l'autre côté, armée d'un marteau et d'un burin, elle avait commencé à creuser discrètement dans la cloison, travaillant la nuit pour éviter d'attirer l'attention des voisins. Mais plus elle s'enfonçait dans le mur, plus les phénomènes paranormaux s'amplifiaient, comme si son intrusion dérangeait profondément l'entité qui résidait dans l'appartement 6B. Les murmures se transformaient en gémissements plaintifs, puis en véritables cris de détresse qui la réveillaient en sursaut plusieurs fois par nuit. La terreur grandissante de Marie transparaissait dans ses dernières entrées, où elle exprimait sa conviction que quelque chose cherchait à POSS l'accent aigu de l'air ou à l'entraîner de l'autre côté du mur. La dernière entrée du journal, datée du 28 novembre 1995,
était particulièrement troublante. J'ai réussi à percer le mur cette nuit. Il y a effectivement un espace de l'autre côté, mais ce que j'y ai vu dépasse tout entendement. Pierre Moreau est encore là, mais il n'est plus vraiment humain. Il m'a vu et m'a souri. Et maintenant je sais qu'il ne me laissera jamais partir, si quelqu'un trouve ce journal. Qu'il s'enfuit immédiatement et ne cherche jamais à communiquer avec lui. Thomas sentit ses mains trembler en lisant ces derniers mots. Comprenant que Marie Dubois avait elle aussi mystérieusement disparu après avoir découvert le terrible secret de l'appartement 6B. Son destin était probablement identique à celui de Pierre Moreau et de tous ceux qui avaient eu la malchance d'établir un contact avec cette entité maléfique malgré les avertissements explicites contenus dans le journal. Thomas se sentait irrésistiblement attiré par le mystère de l'appartement 6B. Une force compulsive le poussait à poursuivre les recherches entreprises par Marie Dubois et à percer lui aussi le mur qui séparait les deux mondes. Il localisa facilement l'endroit où elle avait commencé à creuser, dissimulé derrière une armoire massive qu'elle avait poussée contre le mur pour masquer ses activités. Le trou n'était pas très profond, à peine de la taille d'un poing, mais Thomas pouvait sentir un courant d'air froid qui s'en échappait, confirmant l'existence d'un espace creux de l'autre côté. Une odeur nauséabonde se dégageait également de cette ouverture, un mélange de moisie, de pourriture et de quelque chose d'indéfinissable qui lui soulevait le cœur. Thomas décida de reprendre le travail de SAP entrepris par Marie Dubois, mais par une curiosité qui dépassait largement sa peur. Chaque nuit, après 23 heures, il s'armait d'outils de bricolage et creusait méthodiquement dans la cloison épaisse, progressant centimètre par centimètre vers l'appartement 6B. Les murmures de l'autre côté s'intensifiaient à mesure qu'il se rapprochait, comme si l'entité invisible approuvait ses efforts ou l'encourageait à poursuivre. Parfois, Thomas avait l'impression d'entendre des mots d'encouragement dans cette litanie incompréhensible, des fragments de phrases qui semblaient spécialement destinés à le motiver. Cette complicité troublante entre lui et l'entité renforçait sa détermination, malgré la terreur croissante qui s'emparait de lui à chaque séance de creusement. Au bout d'une semaine d'efforts soutenus, Thomas réussit à percer complètement la cloison, créant une ouverture suffisamment large pour y passer la tête. De l'autre côté, il découvrit effectivement un appartement identique au sien, mais plongé dans une obscurité totale et figé dans un état de décrépitude avancée. L'air était irrespirable, chargé d'une humidité poisseuse qui collait aux poumons et d'effluves putrides qui agressaient les narines. Thomas braqua sa lampe torche dans l'espace, révélant des murs couverts de moisissures, un plafond qui s'effritait par plaques entières et des restes de mobilier rongés par le temps et l'humidité. Mais ce qui le figea d'horreur, c'est la silhouette humaine assise dans un fauteuil au centre de la pièce principale. Pierre Moreau était effectivement toujours là, exactement comme l'avait décrit Marie Dubois dans son journal. Mais 40 ans de réclusion dans cet environnement malsain avaient transformé l'homme en une créature monstrueuse qui n'avait plus grand-chose d'humain. Sa peau était devenue translucide et parcourue de veines noirâtres. Ses cheveux avaient poussé de manière anarchique jusqu'à former une masse hirsute qui lui tombait sur les épaules. Ses vêtements décomposés pendaient en lambeaux sur son corps émacié, et ses ongles avaient poussé jusqu'à devenir de véritables griffes courbées jaunâtres. Mais le plus terrifiant, c'étaient ses yeux, deux orbites creuses qui brillaient d'une lueur phosphorescente dans l'obscurité, fixant Thomas avec une intensité hypnotique. Lorsque Pierre Moreau prit conscience de la présence de Thomas, un sourire hideux déforma ses traits décomposés, révélant une dentition noircie et des gencives purulentes. Il se leva lentement de son fauteuil avec des mouvements saccadés, comme une marionnette manipulée par des fils invisibles, et se dirigea vers l'ouverture que Thomas venait de créer. Sa voix, quand il se mit à parler, était celle que Thomas entendait depuis des semaines à travers la cloison, mais déformée par des décennies d'isolement et de folie progressive. Enfin, murmura-t-il d'un ton à la fois reconnaissant et menaçant, quelqu'un d'autre va pouvoir prendre ma place dans cette prison éternelle. Thomas comprit alors avec horreur que Marie Dubois ne s'était pas contentée de découvrir l'appartement 6B. Elle y était entrée et n'en était jamais ressortie dans un coin de l'appartement maudit. Thomas aperçut effectivement les restes de Marie Dubois, ou du moins ce qu'elle était devenue après des décennies d'emprisonnement dans cet enfer. Elle aussi avait subi la même transformation monstrueuse que Pierre Moreau, devenant une créature à mi-chemin entre l'humain et le spectre. Son regard croisa celui de Thomas à travers l'ouverture et elle articula silencieusement le mot « fuit » avant que Pierre Moreau ne la pousse brutalement hors de son champ de vision. Thomas réalisa que tous les anciens locataires de l'appartement 6 qui avaient mystérieusement disparu étaient probablement devenus les prisonniers de cet espace maudit. Il venait de comprendre le mécanisme diabolique qui se répétait inlassablement depuis 40 ans, attirant les victimes une par une dans ce piège mortel. La terreur absolue qui s'empara de Thomas
le paralysa pendant plusieurs secondes cruciales, lui faisant perdre l'avantage de la surprise. Pierre Moreau s'était approché suffisamment près de l'ouverture pour tenter de s'y glisser, ses bras décharnés s'agrippant au rebord du trou pour se hisser vers l'appartement 6A. Thomas recula précipitamment, renversant son matériel de bricolage dans un fracas métallique qui résonna dans le silence nocturne de l'immeuble. Il courut vers sa porte d'entrée. Mais Pierre Moreau avait réussi à passer partiellement à travers l'ouverture et le poursuivait. Maintenant, dans son propre appartement, la créature se déplaçait avec une agilité surprenante, malgré son état de décomposition. Ses griffes cliquetant sur le parquet tandis qu'elle tenta de rattraper sa proie. Thomas parvint à atteindre sa porte et la claqua derrière lui. Mais il savait que ce répit ne serait que temporaire. Pierre Moreau connaissait parfaitement la configuration de l'appartement et trouverait bientôt un moyen de le rejoindre dans le couloir. Il dévala les escaliers 4 à 4, espérant alerter les autres résidents et trouver de l'aide pour échapper à son poursuivant surnaturel. Mais lorsqu'il tambourina aux portes de ses voisins, personne ne répondit. Comme si l'immeuble entier était plongé dans un sommeil artificiel ou une forme de transe collective. Seul M. Garnier émergea de sa loge, le visage déformé, par une expression de terreur qui confirmait qu'il savait exactement ce qui était en train de se produire. Vous avez prévenu, balbutia le concierge âgé, ses mains tremblant de manière incontrôlable. Maintenant, il est trop tard, vous avez libéré Pierre Moreau et tous les autres. Ils vont envahir l'immeuble entier jusqu'à ce qu'ils trouvent de nouvelles victimes pour les remplacer. Thomas comprit que M. Garnier était complice de cette situation depuis le début, attirant délibérément de nouveaux locataires pour alimenter l'appétit insatiable des créatures. Emprisonné dans l'appartement 6B, le concierge révéla que lui-même était sous l'emprise de ces entités depuis 40 ans, contraint de leur fournir régulièrement de la chair fraîche pour éviter qu'elles ne s'échappent définitivement de leur prison. Chaque nouveau locataire de l'appartement 6 a été une offrande, destinée à calmer temporairement leur soif de liberté et de vengeance. Les lumières de l'immeuble se mirent à clignoter de manière erratique, créant une atmosphère de cauchemar éveillé où les ombres dansaient sur les murs comme des entités vivantes. Thomas entendait maintenant des bruits de pas multiples dans les étages supérieurs, confirmant que plusieurs créatures avaient réussi à s'échapper de leur prison séculaire. Les murmures qu'il connaissait si bien se transformaient en véritables hurlements de rage et de frustration, résonnant dans toute la structure du bâtiment. Monsieur Garnier s'effondra sur une chaise, vieilli de plusieurs années en l'espace de quelques minutes, murmurant des excuses pathétiques pour sa complicité dans cette horreur. Il expliqua que Pierre Moreau n'était pas la première victime de l'appartement 6B, mais simplement le plus récent gardien d'un mal beaucoup plus ancien. L'immeuble avait été construit sur l'emplacement d'un ancien asile psychiatrique détruit dans un incendie en 1921, et les fondations actuelles reposaient directement sur l'ancienne salle d'isolement où les patients les plus dangereux étaient enfermés. Les architectes de l'époque avaient délibérément masqué cette histoire, mais ils n'avaient pas pu empêcher les énergies négatives accumulées pendant des décennies de remonter à la surface. L'appartement 6B avait été conçu comme un seuil entre le monde des vivants et celui des morts, un point de passage où les esprits tourmentés pouvaient facilement se manifester. Pierre Moreau avait été le premier à établir un contact direct avec ces entités, mais au lieu de les apaiser, il était devenu leur serviteur et leur geôlier. Sa disparition physique avait en réalité marqué sa transformation en gardien éternel de cette prison spirituelle. Thomas comprit que chaque locataire de l'appartement 6 a été destiné à remplacer l'un des prisonniers de l'autre côté. Maintenant, ainsi l'équilibre fragile qui empêchait ces créatures de se répandre dans le monde extérieur. Marie Dubois et tous les autres avaient été attirés par la même curiosité morbide que lui, manipulés par les murmures et les coups pour qu'ils percent même le mur de leur prison. En libérant les créatures, Thomas avait rompu un CYCL qui durait depuis plus de 40 ans et déclenchait une catastrophe dont il ne pouvait même pas imaginer l'ampleur. Les hurlements se rapprochaient maintenant du rez-de-chaussée, accompagnés d'un grattement incessant contre les murs et les portes, comme si une meute de prédateurs cherchait désespérément une issue. La température de l'immeuble chutait rapidement, et Thomas pouvait voir son souffle se condenser dans l'air glacial qui envahissait progressivement. Tous les espaces, une odeur pestilentielle se répandait dans les couloirs, mélange de chair en décomposition et de soufre qui prenait à la gorge et provoquait des hauts le cœur incontrôlables. Thomas réalisa que les autres résidents de l'immeuble étaient probablement déjà morts ou transformés, ce qui expliquait l'absence totale de réaction à ces appels au secours. Les créatures avaient le temps de se répandre dans tout le bâtiment pendant qu'il discutait avec M. Garnier.
contaminant chaque appartement de leur présence maléfique. Le concierge confirma ses craintes en révélant que les entités possédaient la capacité de posséder temporairement les vivants, les transformant en marionnettes conscientes mais impuissantes. Tous les résidents étaient maintenant sous l'emprise de ces forces surnaturelles, attendant que Thomas vienne les rejoindre dans leur nouvelle existence cauchemardesque. Thomas se dirigea vers la sortie principale de l'immeuble, mais la porte d'entrée refusa de s'ouvrir malgré tous ses efforts. Les serrures semblaient s'être soudées d'elles-mêmes et même les vitres résistaient à ses tentatives de bris. Avec une solidité surnaturelle, il était prisonnier de cet immeuble maudit. Exactement comme l'avaient été toutes les victimes précédentes, les créatures avaient pris le contrôle total de l'environnement, manipulant la réalité physique pour empêcher toute évasion. Thomas comprit qu'il n'avait plus le choix que d'affronter directement Pierre Moreau et ses compagnons d'infortune. Il remonta lentement vers son appartement, guidé par les gémissements et les murmures qui résonnaient maintenant dans tout l'immeuble. Chaque étage qu'il gravissait semblait plus oppressant que le précédent, l'air devenant de plus en plus dense et difficile à respirer. Les murs eux-mêmes paraissaient vivants, pulsant légèrement comme s'ils étaient parcourus par un système circulatoire gigantesque. Des taches d'humidité apparaissaient et disparaissaient sous ses yeux, formant parfois des visages torturés qui semblaient le supplier silencieusement. Thomas avait l'impression de pénétrer dans les entrailles d'un organisme vivant plutôt que de monter dans un immeuble normal. Arrivé devant sa porte, Thomas constata qu'elle était grande ouverte et qu'une lumière verdâtre s'échappait de son appartement. À l'intérieur, Pierre Moreau l'attendait patiemment, assis dans le fauteuil de Thomas comme s'il était chez lui. Marie Dubois se tenait debout à côté de lui, ainsi que plusieurs autres silhouettes que Thomas ne reconnaissait pas mais qui étaient probablement d'anciens locataires transformés. Tous le fixaient avec cette même lueur phosphorescente dans les yeux, et leur visage exprimait un mélange de compassion et de détermination implacable. « Bienvenue dans notre famille », murmura Pierre Moreau d'une voix qui semblait provenir de plusieurs gorges simultanément. Thomas comprit qu'il n'avait plus aucun moyen d'échapper à son destin. Mais une dernière lueur d'espoir s'alluma dans son esprit. Si ces créatures avaient besoin de remplaçants pour maintenir l'équilibre, cela signifiait peut-être qu'elles étaient liées à des règles spécifiques qu'il pourrait exploiter. Il se souvenait des recherches qu'il avait menées sur l'ancien asile psychiatrique et des méthodes utilisées à l'époque pour contenir les patients violents. Peut-être existait-il un moyen de refermer définitivement cette porte entre les mondes et de libérer à la fois les vivants et les morts de cette malédiction. Thomas décida de jouer le tout pour le tout et de proposer un marché à Pierre Moreau. « Si je prends volontairement votre place », déclara Thomas d'une voix qu'il espérait ferme malgré sa terreur. « Accepterez-vous de libérer tous les autres prisonniers et de sceller définitivement l'appartement 6B ?» Pierre Moreau inclina lentement la tête, semblant réfléchir à cette proposition inattendue. Les autres créatures échangèrent des regards, communiquant par une forme de télépathie que Thomas ne pouvait pas intercepter. Après un long moment de délibération silencieuse, Pierre Moreau hocha la tête et tendit sa main décharnée vers Thomas. « Marché conclu », murmura-t-il. « Mais sachez que votre sacrifice ne pourra pas annuler complètement la malédiction, seulement la reporter sur le prochain innocent qui sera attiré ici. » Thomas serra la main glacée de Pierre Moreau, sentant immédiatement une énergie glaciale remonter le long de son bras. Sa vision se brouilla progressivement et il eut l'impression que son âme se détachait lentement de son corps physique. Les créatures qui l'entouraient commencèrent à retrouver peu à peu leur apparence humaine, comme si l'énergie vitale de Thomas leur permettait de recouvrer temporairement leur humanité perdue. Marie Dubois lui adressa un sourire reconnaissant avant de s'évanouir dans une brume dorée. Enfin libéré de sa prison éternelle, un par un, tous les prisonniers de l'appartement 6B disparurent dans cette même lumière, retournant vers le repos éternel qui leur avait été si longtemps refusé. Thomas se retrouva seul avec Pierre Moreau, qui avait lui aussi commencé sa transformation finale. L'homme redevenait progressivement celui qu'il avait été 40 ans plus tôt, ses traits se raffinant et sa peau retrouvant une couleur normale. « Merci », murmura-t-il avant de disparaître à son tour dans la lumière dorée, laissant Thomas seul dans l'appartement 6A. Mais Thomas savait qu'il n'était plus vraiment Thomas, il était devenu le nouveau gardien de cette prison spirituelle, condamné à attendre le prochain locataire qui succomberait à la curiosité. Il s'installa dans le fauteuil encore tiède de Pierre Moreau et commença à murmurer les incantations qui maintiendraient l'équilibre entre les mondes. Les jours suivants, Monsieur Garnier nettoya discrètement l'appartement 6A et le remit sur le marché locatif avec le même loyer attractif que d'habitude. L'agent immobilier reçut rapidement plusieurs candidatures de jeunes gens attirés par cette aubaine. Dans le marché parisien, Thomas, depuis son nouvel état d'existence,
observait ses futurs VICT et MS avec un mélange de compassion et de résignation. Il savait qu'il devrait bientôt recommencer le même processus de séduction et de manipulation qui l'avait lui-même conduit à sa perte. Les murmures nocturnes reprendraient, les coups dans le mur résonneraient à nouveau. Et un nouvel innocent découvrirait l'existence de l'appartement 6B. Un mois plus tard, Sophie Martineau, une étudiante en or de 24 ans, signait le bail de l'appartement 6 avec le même enthousiasme que Thomas avait ressenti. Elle s'installait avec ses pinceaux et ses toiles, rêvant de créer des œuvres inspirées par l'atmosphère authentique de ce vieil immeuble. Le premier soir, vers 23 heures, elle entendit des murmures étranges provenir de la cloison qui séparait son salon de l'appartement voisin. Au début, Sophie pensa qu'il s'agissait simplement d'un voisin qui regardait la télévision ou parlait au téléphone, une nuisance sonore classique de la vie en immeuble. Mais à mesure que les minutes s'écoulaient, elle réalisa que ces murmures persistants avaient quelque chose d'inhabituel, quelque chose qui la fascinait malgré elle, depuis l'autre côté du mur. Thomas observait sa nouvelle victime avec la même compassion douloureuse qu'il avait ressentie envers tous ses prédécesseurs. Il savait qu'il n'avait pas le choix, que la malédiction le forçait à attirer Sophie vers son destin funeste. Les règles étaient immuables et il devait créer suffisamment de curiosité pour qu'elle perce le mur de sa propre volonté. Alors, Thomas commença à murmurer, ses paroles se perdant dans l'épaisseur de la cloison mais parvenant néanmoins aux oreilles sensibles de la jeune artiste, et quelque part dans l'immeuble. Monsieur Garnier souriait tristement en comptant les jours qui lui restaient avant de devoir nettoyer à nouveau l'appartement 6A. L'histoire de l'appartement 6B était loin d'être terminée, car certaines malédictions sont éternelles et se transmettent de victime en victime sans jamais connaître de véritable fin. Dans les méandres obscurs de nos villes modernes, il existe encore des lieux maudits où la réalité se plie aux volontés d'entités qui refusent de quitter notre monde. Et parfois, quand vous entendez des murmures inexpliqués derrière vos murs, il vaut mieux ne pas chercher à savoir qui vous parle dans l'ombre, car certaines PORTS ne devraient jamais être ouvertes. Et certains mystères ne demandent qu'à dévorer ceux qui s'en approchent de trop près. L'appartement 6B vous attend peut-être quelque part dans votre immeuble, derrière un mur qui n'existe officiellement pas, mais qui pulse secrètement au rythme de votre cœur.